Des centaines de milliers d'œuvres et d'objets africains vivent aujourd'hui dans nos musées en Occident. Masques, bijoux, manuscrits, statues. Nous admirons leur beauté derrière les vitrines. Mais avons-nous oublié que la plupart ont rejoint nos collections à la faveur de l'occupation coloniale de l'Afrique? C'est l'histoire d'un long exil qui a projeté plus des 3/4 des patrimoines d'Afrique subsaharienne en dehors du continent. C'est aussi l'histoire de résistance, car depuis lors, des voix s'élèvent pour demander la restitution des œuvres spoliées, des objets exilés. Ces voix ne se sont jamais tues. Sommes-nous enfin prêts à les entendre? En 2017, pour la première fois de l'histoire, un président de la République française promet formellement de rendre leur patrimoine aux États africains qui en feront la demande. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Emmanuel Macron promet de restituer. Stupeur dans l'hémisphère nord. Des centaines de collections dans une douzaine de pays sont concernées. Nos musées vont-ils être vidés? Fermés? Le gouvernement missionne le penseur sénégalais Felwine Sarr et l'historienne de l'art française Bénédicte Savoy pour orienter le projet. Leur rapport cause une déflagration internationale en défendant le retour urgent et définitif des œuvres africaines vers les peuples qui les ont créées. Il en va d'une refonte des relations entre l'Europe et l'Afrique. C'est à moi. Veux-tu lâcher? C'est à moi. Veux-tu lâcher? Mais lâche ce masque. Elle a décroché le masque. Ce masque est à elle. C'est elle qui te l'avait donné. Quelle ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Le spectre de la colonisation continue de hanter l'Europe. Et si, pour nous en libérer, nos musées avaient un rôle majeur à jouer? L'impératif de la justice se frayera-t-il un chemin sur nos cimaises et derrière nos vitrines? En Afrique, comment les musées et les États préparent-ils les retours? Et plusieurs années désormais après la déclaration du président français, les restitutions auront-elles vraiment lieu? Restitution, c'est un terme qui porte en lui une dimension historique. Il a une temporalité, il a une histoire. Restituer, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose et qu'on va dans l'autre sens. C'est pas comme faire circuler. Faire circuler n'a pas d'histoire. Faire circuler, c'est géographique. Restituer, c'est reconnaître qu'il s'est passé quelque chose qui peut-être n'aurait pas dû se passer. Tout l'enjeu et toute la question cruciale des restitutions n'est pas de dire on restitue, donc de faire le mouvement simple vers le retour de la pièce, mais comment ce retour peut construire un nouveau chemin. Aujourd'hui, je pense que même les Français ont, d'une certaine manière, besoin de se débarrasser de ces choses-là, parce que finalement, ça rappelle un passé qui n'est pas très glorieux. 1885, conférence de Berlin.
La France alla à Berlin. Mais les Wolofs n'y allèrent pas. Les Mandingues non plus. L'Angleterre et le Portugal y allèrent. Mais point de Bambara, point de Zoulou, les Bantous non plus. Et pourtant, 1885, à Berlin, ils partagèrent l'Afrique. Oh, ma mère, ils venaient d'explorer le continent. En 1884-85, la conférence de Berlin réunit les puissances impérialistes pour organiser les règles du commerce européen en Afrique. Étape décisive dans l'exploitation systématique des êtres et des ressources, l'évangélisation et la destruction des sociétés en place. La colonisation bat son plein. Avant 1885, des objets pris dans les colonies rejoignent déjà les collections européennes. Mais après Berlin, les collections des musées s'enrichissent démesurément. Car l'expansion coloniale nourrit le pillage des biens culturels et leur transfert vers les métropoles. Et dans cette histoire mondiale, l'Afrique est le continent le plus largement dépossédé. Les travaux historiographiques qui existent sur la conférence de Berlin se sont très peu arrêtés sur l'article 6, qui est un article en fait, qui décrit le début du collectionnisme des puissances européennes en Afrique. Dans cet article 6, on nous dit que les puissances européennes qui seront sur place lorsque cette Afrique sera partagée auront pour mission de convaincre les indigènes, comme il est dit dans ce texte, que la civilisation est une bonne chose, d'une part, et d'autre part, dans le même article, au moment où on parle donc d'exporter et d'imposer la culture européenne aux populations locales, on dit en même temps que tous ceux qui collectionnent des pièces sur place, les missionnaires, les savants, les explorateurs, devront bénéficier d'une protection spéciale. Et c'est extrêmement intéressant de voir que ce règlement de la circulation des navires sur les fleuves, de douanes, de traités commerciaux, a cette petite clause culturelle qui est en lien direct avec l'ouverture, notamment à Berlin, dans les mois qui suivent, du musée ethnographique. Parce qu'à ce moment-là, dans les années 80, vont émerger pratiquement comme des champignons dans les villes d'Europe, soit les grands départements ethnographiques des musées déjà existants, comme au British Museum, qui va simplement voir gonfler, augmenter ses collections ethnographiques, soit des bâtiments spectaculaires dédiés à ces collections, comme c'est le cas à Berlin ou à Paris avec le musée d'ethnographie du Trocadéro. Cette corrélation entre des puissances européennes qui se mettent autour d'une table à Berlin pour décider de la manière dont elles vont se partager l'Afrique dans un avenir proche, d'une part, et l'idée qu'on construit des grands musées tout vides et que cette occupation de l'Afrique progressive va permettre de remplir ces musées, ce lien-là a été rarement vu par les historiens. Il mérite vraiment d'être mis en lumière. Sur le terrain, les militaires mènent la conquête coloniale. Les armées françaises, anglaises, italiennes, allemandes écrasent la résistance des pouvoirs locaux. Massacrent, pillent. Ces butins hétéroclites arrivent ensuite massivement dans les musées, les universités, les bibliothèques d'Europe. Quand ce ne sont pas les musées eux-mêmes qui envoient leurs émissaires aux côtés des officiers, ou bien leur passent expressément commande. Dans la course nationaliste, les Européens mènent une compétition féroce pour posséder les musées les plus fournis. Des centaines d'événements militaires, donc des pillages, surviennent sur l'ensemble du continent. À Magdala, dans l'actuelle Éthiopie, puis en pays Ashanti, dans l'actuel Ghana, les militaires britanniques captent des trésors royaux qui se trouvent encore à ce jour dans différentes institutions anglaises. La bataille de Ségou, dans l'actuel Mali, signe la chute du résistant Amadou Tall et le transfert de plusieurs centaines d'objets, armes,
bibliothèques entières vers les collections françaises. La guerre Maji-Maji dans l'actuelle Tanzanie et le génocide des Herero et des Nama dans l'actuelle Namibie génèrent l'afflux d'objets, de fossiles, mais aussi de restes humains vers les musées allemands. En 1892, c'est l'armée française qui prend Abomey, dans l'actuelle République du Bénin. Le roi Béhanzin résiste courageusement à l'expansion coloniale, mais son armée est défaite. Les Français repartent avec un butin de centaines d'œuvres, qui pour beaucoup se trouvent aujourd'hui au musée du Quai Branly, et sont réclamées depuis des décennies par les Béninois. Longtemps, la France a présenté ce pillage comme un sauvetage, car Béhanzin, dans sa retraite, a incendié son palais. Dans la tête de Béhanzin, l'incendie, ce n'est pas pour détruire ce que ses ancêtres ont laissé. Non. Justement, c'est pour empêcher leur départ par des mains qui ne sont pas autorisés à les manipuler. C'était ça, son souci. Pendant des mois et des années, l'occupation française a fait partir progressivement beaucoup d'œuvres, ce qui justifie encore la présence dans des familles de militaires français des œuvres muséales. On ne peut pas dire que c'est pour sauver les œuvres de l'incendie que les soldats français les ont emportées. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que ça ne s'est pas passé en un jour. C'est dans le temps qu'on a été dépouillé. Les Nigérians, eux, ont été dépouillés lors d'un moment bien précis. En 1897, à Benin City, dans l'actuel Nigeria, le souverain Oven Ramwen refuse la domination britannique. L'armée détruit et pille son royaume. Les soldats de Sa Majesté se photographient avec leur butin estimé à 5000 pièces, qu'on appelle les bronzes du Bénin. Ils sont partagés entre les officiers méritants, le British Museum à Londres, et des ventes aux enchères organisées pour rembourser les frais de l'expédition. Les bronzes du Bénin finissent dispersés sur le marché de l'art. Aujourd'hui, on les retrouve dans plus de 160 collections publiques à travers le monde, et dans nombre de collections privées. Ces plaques et sculptures de métal ou d'ivoire représentent les seules archives documentant l'histoire du royaume Edo, et plusieurs siècles de création artistique remarquables. What is lost when works like the Benin bronzes is taken from a place? First of all, the works of art are in permanent exile, which is to say, 1/2 of them dies. The second thing that happens is that the people themselves are in a sort of exile. They're in exile from the repository of their dreams. They're in exile from the highest significance that years of ritual evolution and social evolution and artistic evolution have given rise to. Le souvenir que j'ai dans ma jeunesse, c'est que le musée n'était pas le lieu des objets. Les objets étaient dans la quotidienneté. Je veux dire, on va en Casamance, dans un bois sacré, on trouve des masques. Dans une cérémonie, voilà, ils appartiennent à l'espace du quotidien. Je me rappelle de la sorte de fascination que ça crée et de champ énergétique que ça irradie. Et on avait bien conscience que ces objets étaient habités. C'est-à-dire on avait bien conscience que ce n'étaient pas des objets, que c'était des sujets. Et que ces sujets pouvaient être agissants.
Les sociétés africaines ont considéré qu'il y a plusieurs ordres et que dans le visible, il y a l'invisible. Et que ces objets sujets sont là pour témoigner de la présence de l'invisible dans le visible. Dans les villages, généralement, il y a deux pouvoirs. Il y a le chef du village qui est le représentant de l'administration et il y a le chef de terre, le roi, le détenteur des traditions, le dépositaire des traditions. Alors vous arrivez, il y a vraiment beaucoup de conflits. Pourquoi? Parce que les attributs de pouvoir ne sont plus là. Parce que dans la société traditionnelle, quand on dit à quelqu'un, écoutez, comme ça se passe comme ça, on va faire sortir le tabouret royal et nous allons invoquer les mânes, tout de suite ils se rangent. Mais dans ces localités, il n'y en a plus. Ce sont même des objets de substitution, ils n'y croient même pas. Donc vous comprenez que les objets qui sont aujourd'hui au musée du Quai Branly, vraiment, sont des objets qui sont partis avec des mondes, avec leur histoire, avec tout le potentiel en ce qui concerne la capacité même de créer ou de penser, de diriger. Les attributs de pouvoir ne sont pas les seuls à être arrachés. Pour briser les religions en place, certains missionnaires disqualifient et détruisent les objets sacrés. D'autres, au contraire, s'en emparent pour les envoyer en métropole, voire les monnaient. Les expositions missionnaires fleurissent avec succès de Bâle à Lyon, jusqu'à Rome bien sûr, où se constitue le très riche musée ethnologique du Vatican. Les vitrines débordantes de statuettes et de fétiches viennent prouver la victoire chrétienne au cœur des ténèbres et la bravoure des missionnaires. Cette proximité leur permet souvent d'avoir accès à des types d'objets que d'autres, les militaires ou des scientifiques, ignoreraient même l'existence. C'est pourquoi les missionnaires sont des interlocuteurs privilégiés des musées, qui vraiment les prennent comme des têtes chercheuses, dans certains cas, pour approvisionner leur collection. Et ça prouve combien les musées, à partir de la fin du XIXe siècle, à mon sens, sont au cœur de ce méga-cerveau européen de concentration à Londres, à Paris et en Belgique. Les administrations, en collusion avec les entreprises privées, soutiennent activement l'extraction des biens culturels hors d'Afrique, pendant toute l'ère coloniale. Le musée de Tervuren en Belgique est le parfait produit de cette politique au long cours. Tandis que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants meurent au Congo sous le joug colonial, Léopold II, roi des Belges, érige son fastueux musée du Congo, où sont exportés au fil des décennies des millions d'objets et de spécimens animaux, végétaux ou minéraux. La recherche scientifique comme la mise en scène muséale y servent la propagande. Tous ces minerais, de même que les autres produits du Congo, sont exposés à Tervuren avec un sens didactique parfait. Admirable démonstration de la valeur économique de la colonie. Les innombrables visiteurs du musée de Tervuren, arrivés en curieux, deviennent ici des pèlerins. Ils se souviennent et leur pensée s'élève reconnaissante, admirative vers les pionniers, vers le grand roi qui a voulu cette œuvre gigantesque, qui eut l'initiative géniale, Léopold.
Mon expérience du musée, de ce musée-là, en fait, ça a été immédiatement une expérience de la mort. Alors, ça peut paraître extrêmement dramatique, voire un peu, peut-être trop lourd de dire les choses de cette manière, mais de salle en salle, je faisais l'expérience de deux choses, finalement, oui, de la mort. Une mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on place tous les objets au même niveau ontologique. Une pierre, c'est équivalent à un être humain. Voilà la mort. Et l'autre chose qui était très différente, c'est qu'on entrait dans les langages en folie de la colonialité ou de ce que c'est qu'un cerveau colonial, c'est-à-dire un cerveau qui classe, un cerveau qui note de manière très méticuleuse, qui réinvente aussi finalement les objets, les vivants auxquels il est confronté. Et il y a cette espèce en fait finalement de psyché coloniale à laquelle on est confronté qui est assez vertigineuse. Vertigineuse également est la situation de déséquilibre dont nous héritons aujourd'hui. À force de capter, détruire, sauvegarder et monnayer, les institutions occidentales se sont enrichies de centaines de milliers d'objets africains. Certains estiment que 90% des patrimoines africains sont dispersés en dehors du continent. Il est difficile de chiffrer précisément la dépossession. Mais personne ne conteste que la presque totalité du patrimoine ancien de l'Afrique a quitté le continent et se trouve très majoritairement en Europe. L'Europe connaît pourtant bien le scandale qu'est le pillage d'œuvres d'art et l'impératif de restituer qui s'ensuit. Elle en a fait l'expérience sur son propre territoire lors des guerres napoléoniennes, moins d'un siècle avant la conférence de Berlin. Dans l'histoire des musées européens, le premier grand moment traumatique de captation du patrimoine, c'est la période napoléonienne. À ce moment-là, c'est même la Révolution française. La Révolution française produit un algorithme, on pourrait dire, pervers, selon lequel l'art, étant un produit de la liberté, doit être conservé au pays de la liberté, c'est-à-dire la France. Avec cet algorithme, avec cette lecture du patrimoine de l'humanité, les armées françaises vont aller se servir en Europe, partout où les armées françaises arrivent, donc d'abord dans les Flandres, puis en Italie, puis dans l'espace germanophone, avec l'idée qu'on libère ces pauvres tableaux qui étaient souillés par le regard des despotes. Mais aussi l'idée qu'en les libérant, on les rend accessibles au monde entier, puisque évidemment le monde entier vient à Paris, vit à Paris, se déplace à Paris. Il est très intéressant de voir que dès la Révolution française, dès les années 1800, on n'hésite pas en France à accuser les autres de mal conserver leur patrimoine. Les Allemands ne savent pas quoi faire de leur Dürer, ils les laissent traîner dans la paille. Les moines italiens n'y comprennent rien, c'est en train de moisir dans les églises. Mais nous, en France, au musée Napoléon, avec les techniques de restauration que nous avons, avec les budgets considérables que nous investissons dans ce musée, nous sauvons le patrimoine de l'humanité. Donc l'idée de sauvetage est déjà là, en germe, et c'est une idée qui va devenir un dogme, pratiquement, pour ce qui concerne les collections venues des colonies. Et c'est ainsi qu'au fil du XIXe siècle, la France se munit de lois pour protéger ses collections et monuments nationaux qui aboutiront au Code du patrimoine. Toute chose, masques, tableaux, reliques ou manuscrits qui entrent dans les musées de notre pays devient inaliénable. Mais cette protection est aussi un chemin sans retour. Une fois arrivées dans nos musées, les œuvres africaines non seulement deviennent inaliénables, mais connaissent aussi une nouvelle métamorphose. Dans les années 1900-1910, elles sont exposées sous le label « art nègre » ou « art primitif » et bouleversent les avant-gardes. Artistes, écrivains, voient en elles la promesse d'un renouveau esthétique. En Allemagne, les expressionnistes Kirchner et Nolde admirent et copient les bronzes du Bénin. À Paris, Apollinaire, Matisse ou Le Corbusier découvrent dans les sculptures royales d'Abomey des chefs-d'œuvre radicaux
et critique les musées qui les réduisent à des curiosités ethniques. Picasso, ébloui par la statuaire et les masques d'Afrique de l'Ouest, crée en 1907 les révolutionnaires Demoiselles d'Avignon. Consécration ou prédation? Au même moment, le marché de l'art à Paris, Londres, Genève ou Hambourg s'empare de ces objets. Petit à petit, le récit de la découverte des arts africains par ces artistes ou ces collectionneurs qualifiés de visionnaires recouvre l'histoire des arts africains eux-mêmes, recouvre l'identité des communautés et personnes qui les ont produits. Ces personnes, nous les exhibons comme des objets dans des expositions internationales que fréquentent à Marseille, Anvers ou Francfort des dizaines de millions de curieux. Le corps de l'indigène finit lui aussi muséifié en butin du triomphe colonial, ou disséqué pour illustrer la théorie des races. L'époque change. Dans les années 1930, des voix s'érigent contre le goût de l'exotique et prônent la connaissance scientifique de l'humain dans sa diversité. Mais l'ethnologie continue encore et toujours d'échantillonner l'Afrique. En 1936, le musée du Trocadéro est remplacé par le musée de l'Homme. Ces réserves se remplissent au gré d'expéditions ambitieuses, qui restent pourtant financées par le ministère des Colonies. Les Européens savent fort bien que les arts et cultures traditionnels africains sont en train de disparaître du fait même de la colonisation. Les ethnologues veulent collecter leurs traces avant que ne se servent les voisins suisses, italiens ou anglais. Dans la lignée de la mission Citroën dite Croisière Noire, les missions Abyssinie, Dakar-Djibouti, Sahara-Soudan sillonnent le continent et rapportent des dizaines de milliers de fiches, d'échantillons et d'objets. La plus fameuse, la mission Dakar-Djibouti, se déploie entre 1931 et 1933, sous l'attention des médias et la férule de l'ethnologue Marcel Griaule. Griaule vante ses techniques policières pour extorquer au peuple leurs pièces les plus sacrées et les informations que seuls les initiés détiennent. Certaines communautés acceptent parfois de céder leurs masques, statuettes ou poupées face à l'insistance des ethnologues. Dans des sociétés où l'on pratique le troc, ces ventes sont en réalité le seul moyen de trouver les devises nécessaires au paiement de l'impôt colonial. Michel Léris, lui, ne voit pas les choses de la même manière. Une fois de retour, le secrétaire archiviste de la mission raconte dans son ouvrage « L'Afrique fantôme » son écœurement face aux profanations et aux ventes forcées. On pille des nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et à les aimer, c'est-à-dire à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer et les piller. La mer des masques, c'est un objet qui se trouve au quai Branly, qui est un serpent de 11 mètres, qui appartient au Dogon. Et c'est un objet qui sort tous les 60 ans pour célébrer un rituel qui correspond au moment où la parole a été donnée aux humains. Marcel Griaule, en pays Dogon, leur dit vous n'en aurez pas besoin d'ici les 60 prochaines années. Est-ce que vous pouvez me le filer? Je vous le ramènerai. Et il l'emmène à Paris.
Et quand cet objet arrive au Quai Branly, ou peut-être même au musée de l'Homme avant le Quai Branly, ce serpent de 11 mètres est découpé. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont même pas gardé, parce qu'ils auraient pu le planter comme un arbre. Ils l'ont mis sous verre, et ils longent un mur au Quai Branly, et il est éclairé. Et si on ne fait pas gaffe, même, on peut marcher dessus, on peut marcher sur le verre. Et il y a un grand cartel qui explique la mer des masques, les dogons, le rituel. Et quand tu regardes l'objet, tu te dis, mais ils l'ont découpé, quoi. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'intention de le rendre, et que la portée spirituelle et symbolique de cet objet leur importait peu. C'était pour un objet ethnographique, et pour les autres, c'était un objet à caractère sacré. Je pense que la prochaine cérémonie, c'est en 2027. Donc les Dogons devront soit recréer une mer des masques, mais en tout cas, l'objet que Griol leur a pris, qui était important pour eux, est devenu une relique insignifiante dans un musée qu'on ne remarque même pas. Et pour moi, ça résume quoi, la relation. Le non-respect fondamental des autres cultures, tu vois. On les transforme en objets, on les folklorise, on leur applique nos catégories de sens, on les rend silencieux, on les fait taire, on les déconnecte de leur écologie et de leur environnement, on les désignifie. Voilà. Et à chaque fois que je vais au Quai Branly, j'ai toujours la même émotion, quoi. C'est-à-dire que je reviens à cet endroit, et pour moi, le lieu du crime, il est là, quoi. Grandeur de la vulve, 3 pouces et 2 lignes. Poids du cerveau, 1 kg et 310 grammes. Le lieu du crime est là, parce que dans cette histoire, il ne s'agit pas que d'objets, mais aussi de trafic de corps. Conjointement aux biens culturels, les institutions muséales et scientifiques ont capté, conservé et parfois même exposé ce que nous appelons des restes humains. Certains scientifiques se fournissent directement dans les colonies ou rachètent des corps en Europe pour mener leurs recherches. Sarah Bartman, née en Afrique australe, a été exhibée et prostituée à Londres, puis Paris. À sa mort, en 1815, son cadavre est acheté puis disséqué par Cuvier au Muséum d'histoire naturelle. Ses organes génitaux, le moulage de son corps et son squelette restent exposés au Musée de l'Homme jusqu'en 1974. Sarah Bartman est devenue l'emblème de nos collections ethnologiques européennes, qui détiennent encore aujourd'hui des milliers de restes humains acquis dans la violence. Bien d'autres Vénus noires dans des boîtes anonymes. Huu mti una historia ya kusimulia. Ni kuhusu babu yetu shujaa. Jina lake alikuwa Meli. En Allemagne, le crâne de Mangui Meli, lui, n'a jamais été exposé, ni identifié. Ce chef de guerre s'est opposé à la colonisation du Reich dans la région du Kilimandjaro et a été exécuté en 1900.
Malgré des décennies de demandes de restitution de la part de ses descendants en Tanzanie et d'activistes en Allemagne, sa tête gît quelque part dans les réserves d'institutions. Figure-t-elle parmi les très vastes collections africaines de Berlin, dont quelques centaines d'objets seront montrés au Humboldt Forum? When he died, they chopped off his head, and this head was sent to Germany. Later, I knew that this head was sent to Germany, and the other also heads and the other skeletons of people were sent to Germany for racial researches. I don't use that word skull because for me a skull, it is when you walk to Serengeti National Park or Ngorongoro Crater, you find skulls of lions, buffaloes, and so on lie around. Those are for me are skulls. But this one, it is the head because it hasn't even been buried. And you are telling me it's a skull? No, 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 no. They respect where it is. Cette obsession qu'ont eu les Occidentaux de trouver le groupe ethnique humain qui relierait notre civilisation, enfin la civilisation humaine aux singes a permis le développement de toutes les théories racistes, l'eugénisme, etc. Et qui, pour moi, dans le cas de la collecte des restes humains des autres cultures, révèle un racisme qui est propre à la pensée européenne hégémonique, en fait. Je pense que l'idée de collecter les restes humains est une manière de dire c'est parce que vous avez ces restes que vous êtes supérieur, en fait. La dépouille de Sarah Baartman, elle, est finalement restituée en 2002. Un cercueil recouvert du drapeau sud-africain, des obsèques solennelles au rythme des danses traditionnelles. Les autorités sud-africaines ont choisi la journée nationale des femmes pour rendre à sa terre natale les restes de Sarah J. Baartman. Car celle qui reste... Pour que Sarah Baartman retrouve la terre de ses ancêtres, la mobilisation citoyenne en Afrique du Sud a duré 50 ans, et celle de Nelson Mandela 11 ans, avant que l'État français n'accepte finalement la restitution. When she died, Sarah Baartman had indeed been enlightened about the ways and the barbarism of man par excellence, but she was not tamed. Though they did not end up in the Europe called by destiny to run the empire of the globe, her people too became enlightened about the ways and the barbarism of man par excellence. Like her, they too were never tamed. La restitution de Sarah Baartman n'a pas créé de précédent en France. Et la loi veut que les collections dites scientifiques, qui comprennent des dépouilles, soient tout autant inaliénables que les biens culturels. Pourquoi continuons-nous de considérer les ancêtres des autres comme des choses muséales ? Quand je suis venue en Saxe, en 2015, dans ces musées, ces cimetières, j'avais 3 musées et un musée à Dresde qui a une très grande collection dite anthropologique, donc 6000 corps. 6000 corps dans les réserves. Et ouais, c'est très dur. Ça m'a... Alors là, il y avait une histoire de demande de restitution qui, quand je suis arrivée, on était à la 25e année. C'est-à-dire, depuis 1991, un groupe de Hawaïens avait chaque année fait une demande de restitution de leurs ancêtres. Chaque année, ils ont formulé une lettre, ils ont envoyé. Soit ils recevaient un non, soit ils recevaient aucune réponse. C'est quand même une violence
énorme. Et je pense que depuis que je suis en Allemagne en tant que directrice, je me suis vraiment radikalisée. Und diese Diskrepanz auch zwischen der Tatsache, dass die Namen der Sammler ganz oft bekannt sind, aber die Namen derjenigen, die gestorben sind, die getötet wurden, die kolonialer Gewalt zum Opfer gefallen sind, diese Namen sind nicht bekannt. Und diese Diskrepanz ist für mich einer der schmerzhaftesten Momente bei der Aufarbeitung der Geschichte unserer Sammlungen. Und in den meisten Fällen, das müssen wir leider sagen, in den meisten Fällen wird man das nicht mehr auflösen können. Wir werden an den Großteil der Namen, der menschlichen Individuen, die hinter diesen Knochen stehen, an den allergrößten Teil der Namen werden wir nie mehr wieder herankommen. Und das ist eine Tragik, die bleibt, die uns aber verpflichtet, diese Geschichte des Unrechts immer wieder zu erzählen und Wiedergutmachung, soweit sie irgendwie möglich ist, zu leisten auf den unterschiedlichen Ebenen, in denen sie eingefordert wird oder vielleicht auch einfach heilen kann. Guérir les mémoires intimes et collectives. Enterrer les morts. Retrouver les noms. Inlassablement, c'est l'objectif des demandes de restitution depuis le temps même du départ des objets, des ancêtres. Ces demandes n'ont jamais cessé d'être exprimées depuis le continent ou depuis les diasporas. Mais il est un moment de l'histoire où les résistances à la colonisation et l'exigence de réparation se muent en lutte d'une ampleur nouvelle. Les indépendances. « 1957, 58, 60, 62. Les indépendances sont proclamées et la nouvelle Afrique entreprend sa décolonisation. Retrouver ses cultures, ses langues et ses patrimoines. Réinventer des futurs. Obtenir justice des anciens colonisateurs. Pour cela, les grands festivals et congrès panafricains des années 1960-1970 affirment qu'il faut s'unir. En 1966, à Dakar, le Festival mondial des arts nègres réunit des représentants de toutes les nations africaines et des personnalités du monde entier, symbole rayonnant d'une politique culturelle ambitieuse. À Dakar, ouverture du premier Festival mondial des arts nègres. Une occasion pour le président Senghor de préciser l'apport du continent noir à la civilisation universelle et pour M. Malraux d'inviter l'Afrique à conquérir aussi sa liberté artistique. Senghor inaugure alors le musée dynamique de Dakar, avec une exposition qui retrace 2000 ans de création africaine. Les 600 pièces prêtées proviennent pour moitié d'Europe, pour un tiers de musées africains, et le reste arrive des États-Unis. Lors du premier festival des arts nègres, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, dont j'avais l'honneur d'être le vice-président à la culture, spécialement ça m'intéressait donc plus spécialement, que c'est très bien d'exposer en festival, c'est bien, ils ont été prêtés pour ce faire, mais ce que nous aurions voulu, c'est qu'on les retourne à leurs véritables propriétaires qui sont les communautés africaines. De fait, certaines institutions ou collectionneurs privés hésitent à prêter leurs œuvres, craignant de les voir raptées par des tenants des restitutions. Mais Senghor donne personnellement l'assurance qu'aucune revendication ne sera entendue. Malraux a beau clamer à Dakar que la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Les nations africaines se doivent d'étouffer leurs réclamations pour exister sur la carte mondiale des échanges culturels. Exposer et faire circuler, peut-être. Restituer, non.
1963, 1968. Les États africains continuent d'arracher leurs indépendances et les luttes se font révolutionnaires. En 1969, le Festival culturel panafricain d'Alger draine des centaines de milliers de participants et publie un manifeste aux recommandations désormais catégoriques. Il faut récupérer, y compris par l'intermédiaire des organisations internationales, les objets d'art et les archives qui nous ont été pillés par les puissances coloniales. Il faut arrêter l'hémorragie des biens culturels qui quittent notre continent. Il faut soutenir la création contemporaine sous toutes ses formes. Il faut créer partout en Afrique des institutions culturelles à nous et pour nous. À Kinshasa, dans le parc de la Révolution, le ministre de l'Éducation nationale, Njadi, a ouvert au nom du président Mobutu la grande exposition artistique et artisanale 1967. Les nouveaux États adoptent l'adage « Une nation sans musée ni monument n'est pas une nation moderne ». Alors les musées fleurissent afin d'écrire des récits souverains. Certains pays réinvestissent d'anciens musées coloniaux et tous légifèrent pour protéger leurs biens culturels. Quelques demandes de restitution longtemps restées dans le cercle des communautés spoliées prennent désormais la voie officielle de la démarche d'État. Dans les années 1970, le Zaïre obtient quelques restitutions de la Belgique. Au Nigeria, l'éminent archéologue Ekpo Eyo fonde la Commission nationale des musées et monuments et entreprend de racheter certains bronzes du Bénin lorsqu'ils ressurgissent sur le marché, malgré leur prix devenu prohibitif. The idea is not to remove everything that is in foreign countries, but to try and fill in gaps in our collection, and also to try and bring back those things which are particularly of significance for the understanding of Nigerian history. For example, the ivory mask from Benin, which is of great significance not only to Nigeria, but also to the black peoples all over the world. All of a sudden, people started to ask questions, but where is the object itself? And when they got to know that it was in the British Museum, of course, they demanded that it should be returned. I tried to suggest to my colleagues over here that it would be a good idea to try and return this to Nigeria, because after all, it is only one mask, one object out of about 2,000 that were taken away in 1897. And I do not see how this one object could have affected the holding of the British Museum. Ekpo Eyo devient le héros des restitutions. Il engage dès 1972 des demandes officielles auprès de l'Angleterre, des États-Unis et de l'Allemagne. Le British Museum ne rendra rien, ni aucun autre musée. Mais ces voix, qui s'élèvent depuis Lagos, Nairobi, Dakar et les diasporas, s'amplifient jusqu'à être portées par l'UNESCO. En 1974, l'organisation a élu un nouveau directeur général, Amadou Matambo, du Sénégal, le premier Africain à diriger une grande institution des Nations Unies. Et l'appel du directeur général de l'UNESCO, M. Mbo, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Je suis convaincu que la solidarité internationale peut au contraire aider concrètement au bonheur général de l'humanité. Restituer au pays qui l'a produit telle œuvre d'art ou tel document, c'est permettre à un peuple de recouvrer une partie de sa mémoire et de son identité. C'est faire la preuve que dans le respect mutuel entre nations,
se poursuit toujours le long dialogue des civilisations qui définit l'histoire du monde. Merci. Mokambo était un peu comme un guerrier. C'est-à-dire qu'il fait des discours de provocation. C'est-à-dire qu'il n'attend pas que les gouvernements lui donnent mandat. Lui-même, il avance et dit « Et si on faisait ceci ?» Et une fois que l'idée est dans l'air, c'est difficile qu'on n'en parle pas. Désormais, l'UNESCO soutient les États demandeurs de restitution. Quelques retours ont lieu dans les années 1970-1980. Mais ils concernent peu l'Afrique et se concentrent sur des biens provenant de trafics illicites commis après les indépendances. La réparation des spoliations datant de l'ère coloniale ne prime pas. Les requêtes sont diminuées par l'émigration des élites africaines, qui ne croient plus dans la capacité des régimes en place à veiller sur les patrimoines nationaux. Et la dissymétrie des rapports diplomatiques nord-sud rend difficile les réclamations. Quant aux organisations internationales, elles ont en réalité d'autres projets pour l'Afrique. C'est vrai que pendant des années, nos pays ont eu du mal à asseoir de véritables structures sur le plan culturel. Mais parce que aussi on était défaits par les politiques d'ajustement structurel, où on nous a très souvent dit, sur incitation de la Banque mondiale et du FMI, que la culture c'est après, ça ne peut pas être avant. C'était les années d'ajustement. On a décidé que l'éducation, la culture, la santé, ça n'avait aucun intérêt. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont venus s'installer et on a testé l'ignorance pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, bon, ces honorables messieurs nous ont dit qu'ils s'étaient trompés. Et en Europe, que suscite l'appel de l'UNESCO? Dans la décennie qui suit, les grands musées font la sourde oreille et ne cèdent rien, en brandissant soit la menace de l'appel d'air, soit le mythe de l'absence de musée en Afrique. À l'époque, et aujourd'hui encore, le marché de l'art s'avère leur plus puissant allié. But the restitution debate is not just about public collections. It also involves, particularly in the African context, the private market in ethnographic art. Got 140 Benin cockerel. This Benin cockerel, on sale at Sotheby's last December, was collected by a member of the 1897 expedition. Sold then at 2,200. The bid's on the book. 2,500. 2,500 pounds. Your bid said 2,500. 2,800. 3,200. 2,500. 3,800. 4,000. 200. 500. 800. 5,000. 500. 6,000. 30,000. 32,000. 35,000. 38,000. 40,000. 42. 42,000. Your bid, sir. 42,000 pounds. You're done at 42,000. Les marchands d'art ont été les plus opposés au travail sur la restitution et au départ je ne comprenais pas pourquoi. Bon, et en creusant la question, j'ai compris deux choses. Certains musées s'approvisionnent dans les marchés de l'art. Si les musées sont amenés à restituer des pièces dont on aurait démontré que la provenance est problématique, donc du coup, ce marché il perd de son attractivité. Parce que on peut acheter une pièce chère, mais si on est censé un jour la restituer, du coup le marché peut s'effondrer parce que le marché il fonctionne par signaux. Du côté européen, évidemment, un blocage total, en particulier dans les musées allemands et britanniques, qui se solidarisent et qui, j'allais dire, disent niet à chaque demande de restitution et qui considèrent, par exemple, qu'il faut effacer du langage public le terme de restitution parce que ce terme a un poids moral trop grand et les directeurs des musées allemands proposent de le remplacer par transfert. Ils proposent de réduire totalement les émotions sur le sujet en plaçant tout sur le plan juridique. Et quand on parle de patrimoine, de musée, de beauté, de religion, on est bien sûr du côté de l'émotion. Mais l'émotion, ces directeurs de musées des années 70 le sentent bien, n'est pas de leur côté,
Parce que l'opinion publique, dès lors qu'on l'instruit et qu'on lui explique d'où viennent ces collections, comprend qu'on ne peut pas rester dans cette situation. La résistance des grands musées s'affûte. Ils n'utilisent pas seulement l'argument juridique de l'inaliénabilité du patrimoine, ils se placent en gardiens du temple, face à des restitutions qui ne seraient jamais rien d'autre que des manœuvres politiques à courte vue. Ces arguments dominent le débat depuis 40 ans. It's not just a simple question of an act of parliament, a legalistic question. It is the easiest thing in the world to give things away which seem at that time to be unimportant or politically convenient to give away or whatever it may be. But we must be protected from our masters who say that it would be convenient if you got rid of all this material, it's junk in the basement. It would be convenient if you gave this to country X because it's politically convenient, and so on. Bigger is better in that the more you see, the more you handle, the more you have available for handling, the better your knowledge of that particular material is. You could say, we are looking after the stuff, and therefore, when the time comes, when we have the right context, when there are the museum people at the other end, where there are the scholars and the publics there, waiting, as it were, then material can be returned and it will be in good order. J'ai entendu dire que oui, les Africains n'avaient pas cette relation forte avec l'art, qu'ils ne savent presque pas ce que c'est, donc ils n'attachent pas trop de prix à l'expression artistique. Et peut-être c'est une des raisons pour lesquelles il serait dangereux de leur rendre tout cela. Mais ça encore, je suis désolée de le dire, c'est des blabla de gens qui veulent nous faire comprendre qu'eux comprennent mieux les choses que nous. Ils ne peuvent pas les comprendre mieux que nous. Nous, c'est notre vécu, c'est notre histoire, c'est notre personnalité, c'est notre identité. Il n'y a pas une personne au monde qui peut s'infiltrer dans l'identité de l'autre et s'y assimiler et la comprendre mieux que l'intéressé lui-même. Ça n'existe nulle part. Voilà. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons seulement un seul musée de ce type-là. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire devraient avoir des musées. Et maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que, pour vous, c'est nécessaire de faire revenir les objets des Africains qui sont dans les musées européens? Je veux votre avis. Je veux que ça revienne en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Pour faire quoi? Pour connaître le passé. Pour connaître le passé. Moi, je souhaite que ça reste là-bas parce que nos parents qui n'ont pas eu la chance d'être en Côte d'Ivoire, de connaître l'histoire de notre Côte d'Ivoire, de leur pays, de leur origine, voilà, ils peuvent rester là-bas. Et étant ici, nous qui sommes ici, on peut aller dans le village, aller à la source et chercher les informations. En fait, pour nos parents qui sont de l'autre côté, oui. Selon moi, pour pouvoir découvrir l'histoire de ses ancêtres, il faudrait venir à la source. Oui. Donc, pour nos parents qui sont de l'autre côté, s'ils veulent réellement connaître l'histoire de leurs ancêtres et tout, oui. Ils devraient revenir ici. Donc, pour moi, c'est ça. Ouais, pour moi, j'aime bien l'adage qui dit qu'à César appartient à César. Tout ce qui est à César doit revenir à César. Oui. Donc, du coup, ce sont les objets ivoiriens. Oui. Il faille que ça revienne pour que les enfants, bon, nous-mêmes, parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Hein. Il y a certaines choses que nous ignorons. Donc, afin de mieux s'informer ici, et puis c'est notre patrimoine. Effectivement. Il faille que ça reste ici. Et quiconque veut avoir les informations sur la Côte d'Ivoire, vient en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, c'est que quand les gamins viennent visiter le musée dans la semaine, ils reviennent le week-end avec leurs parents. Et quand ils font la visite, on leur dit, bon, écoutez, quand les Africains ont inventé le fer 2500 ans avant Jésus-Christ, que les Toubabs, là, ils étaient à l'âge de la pierre, je sais pas, ils se posent des questions. En fait, il faut cultiver chez ces jeunes l'estime d'eux-mêmes. Moi, je suis l'enfant d'un exilé. Et mon histoire, elle est vraiment liée à ce qu'on appelait l'échec des indépendances africaines.
puisqu'il y a eu toute une itinérance ensuite, celle d'une itinérance paternelle qui est venue en Europe, et qu'on comprend en fait quand on regarde ce qu'a été l'échec de l'indépendance de la République démocratique du Congo, et finalement l'impossibilité après pour un ensemble de militants de continuer à vivre dans leur pays en raison de la dictature, de Mobutu, etc. Et quand on est porteur de toute cette histoire et d'un récit qu'on répète, vous cherchez forcément des traces, en fait, ou en tout cas des éléments. Et c'est vrai que les musées en Europe, ils ont contribué finalement pour moi, à recomposer mon rapport aussi avec la République démocratique du Congo. Et je me rappellerai toujours de ma découverte de la statuaire Congo, et notamment d'une Kissing Kondi, que le premier sentiment, en fait, quand j'ai vu ces œuvres, ça a été un sentiment de fierté, en me disant, mais waouh, j'appartiens donc à un peuple qui a produit des œuvres aussi radicales de puissance et de beauté. Empoisonné, bouge, celui qui restitue sa chance, n'attends pas qu'on te rende ce qui est à toi arrive, les yeux du monde sur leur sélective mémoire, ouvre l'œil, tout sera tout arrivé à son départ, apprends, celui qui restitue le poison des statues, les masques sans visage, il nous disait les hommes sans musée, masque, oh masque, œil pour œil, masque, oh masque, œil pour œil, masque, oh masque. Œil pour œil, masque, oh masque, œil pour œil. Quand on parle de musée, il faut parler des métiers du musée. Et aujourd'hui, il y a une école qui forme justement à l'action culturelle. Les professionnels, nous en avons. Comment est-ce qu'on peut être dans des programmes, dans des séminaires avec les collègues occidentaux et quand il est question de nous donner nos objets, arguer que nous n'avons pas vraiment les moyens, c'est faire injure vraiment à notre intelligence. C'est comme si on n'était pas des professionnels accomplis. Et moi, je dis non, ce n'est pas possible. Sans moyens, voilà ce que nous sommes capables de faire ici au Musée des Civilisations. Donc, imaginez un peu que nous ayons vraiment toutes ces possibilités que les autres ont ailleurs. Ailleurs, et pas seulement dans l'hémisphère nord. Une nouvelle génération de musées est en train de naître sur le continent, non sans apport financier étranger et avec le développement touristique en ligne de mire. À Dakar, le musée des civilisations noires que Léopold Senghor avait imaginé 60 ans plus tôt est inauguré en 2018. À Benin City, le Nigeria entame bientôt le chantier d'un nouveau musée archéologique. Quelques centaines d'objets royaux font déjà partie des collections. Mais les espaces sont surtout conçus pour accueillir le retour des bronzes du Bénin. Le British Museum et plusieurs musées allemands sont partenaires du projet. Opteront-ils pour des prêts longue durée ou bien pour de véritables transferts de propriété? Et prêteront-ils quelques chefs-d'œuvre européens afin que le musée universel ne reste plus l'apanage de l'hémisphère nord? Comment est-il possible pour un occidental d'avoir comme environnement culturel une quantité aussi importante d'objets d'ethnographie dans des collections publiques, donc qui, d'une certaine manière, appartiennent au Kidam? La collection publique en France, elle appartient au peuple, hein, et dans tous les pays, donc implique d'une certaine manière la responsabilité de cette possession, et que ces mêmes occidentaux n'accepteraient pas que tout le patrimoine chrétien, les vierges ouvrantes du Moyen-Âge, les Christ en ivoire ou en bois, enfin en bois en l'occurrence, se retrouvent en Afrique. Or, moi j'aurais bien aimé, quand je visite des musées en Afrique aussi, voir une sorte d'égalité, de partage ou une parité d'objets occidentaux en Afrique. C'est pas le cas. Le musée universel expose ensemble des chefs-d'œuvre du monde entier, de toutes les époques et civilisations. Il est censé rendre l'art accessible à toute l'humanité, mais depuis l'Occident. Ces dernières décennies, sa défense est devenue moins un idéal de partage qu'un ultime outil politique contre les restitutions. Ce que disent
aussi ces usages de l'universalisme pour disqualifier la dynamique des restitutions, c'est bien une chose qui est violemment ethnocentrique. Ce qui prouve bien qu'on n'est pas du côté de l'universel, quand ces gens-là défendent l'universel. Et l'ethnocentrisme, il dit quoi? Il dit que les seuls lieux capables de garantir la valeur des objets venus d'Afrique et de les exposer au monde sont en Occident. Donc le monde est en Occident, l'Occident c'est le monde. Et donc l'Afrique c'est quoi? C'est ni le monde, ce n'est pas dans le monde, c'est quoi? C'est un hors-monde. Et justement la restitution, en fait, l'acte de restitution vise à disqualifier la possibilité de considérer l'Afrique comme étant un hors-monde. Ces objets, s'ils sont montrés en Afrique, sous quelque forme que ce soit, ils seront montrés dans un point du monde dans lequel d'autres personnes pourront aussi aller. Donc il s'agit finalement de faire monde aussi sur le continent africain. Et la restitution des objets dit simplement cela, n'importe quel lieu de ce monde peut faire monde. Les musées riches de collections ethnologiques savent pourtant bien qu'ils doivent se transformer. Alors depuis les années 1990, à travers l'Europe, certains ferment et dispersent leurs fonds ou remisent leurs ossements. D'autres deviennent des musées consensuels des cultures du monde, en travaillant plus ou moins sur leur histoire coloniale. Leur dernière mutation remise l'ethnologie comme chose du passé et adopte des présentations esthétisantes. Parmi les objets des autres, nous sélectionnons les chefs-d'œuvre les plus beaux et les plus précieux. Les Dogons rejoignent la Joconde. Ici, un masque d'épaule africain, là, une statue réalisée avant 1858, rapportée en France à la suite de la conquête du Dahomey. Les arts dits premiers, pour rester politiquement corrects, font donc leur entrée dans le Temple des Arts, le musée du Louvre. Après le pavillon des sessions au musée du Louvre en l'an 2000, c'est au tour du musée du Quai Branly d'ouvrir en 2006 à Paris, avec 75 000 pièces africaines en réserve, et 0 restitution au programme. Les deux musées continuent en réalité de célébrer une mission universaliste en faveur des arts des autres. Mais au final, de quoi exactement ces musées sont-ils les temples? Ce musée, c'est en fait l'histoire d'une collection française des arts d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie. Donc à travers ces objets, elle dit beaucoup sur la France, sur le goût français. L'art nègre. Nous le regardons comme s'il trouvait sa raison d'être dans le plaisir qu'il nous donne. Les intentions du nègre qu'il crée, les émotions du nègre qu'il regarde, cela nous échappe. Parce qu'elles sont écrites dans le bois, nous prenons leurs pensées pour des statues. Et nous trouvons du pittoresque, là où un membre de la communauté noire voit le visage d'une culture. Les statues meurent aussi. C'est le constat que faisaient déjà Alain Resnais et Chris Marker en 1953, en reliant la manière dont nos musées traitaient les arts africains avec le racisme à l'œuvre dans notre société. Non. Et rien ne nous empêcherait d'être ensemble, les héritiers de deux passés, si cette égalité se retrouvait dans le présent. Ce film, désormais culte, a été censuré pendant 11 ans. Aujourd'hui, se taire semble toujours aussi urgent pour certaines institutions. Au fait, le musée du Quai Branly reçoit-il des demandes de restitution? On n'en a pas. On ne reçoit pas de demandes d'individus ou de groupes qui soient formalisés. Sinon, on les transmettrait effectivement au service des musées de France et aux autorités de tutelle. Puisque souvent, la question qui nous est posée, c'est comment ces objets ont été acquis, et la plupart du temps, on n'en sait rien. Et d'ailleurs, ça pose un vrai problème de pointer d'ailleurs l'objet. C'est pour ça que ce musée s'appelle le musée du Quai Branly. Jacques Chirac maintenant, mais finalement, il est autour d'un lieu et d'un personnage
qui a eu une idée de donner une équivalente légitimité et dignité à toutes les cultures. Mais on ne désigne pas vraiment ce que... Parce que peut-être qu'il n'y a pas de terme pour désigner. Peut-être que parce qu'on vise à quelque chose dont on doit construire ensemble peut-être une terminologie plus appropriée. Cette terminologie commune, d'autres institutions européennes disent aussi la chercher aujourd'hui. En Belgique, le musée de Tervuren a été fastueusement repensé et a rouvert en 2018, dans un premier temps sans restitution. The most insulting solution to this debate is the one that Belgium has decided on. And in all other European countries, they simply closed the colonial museums, and we decided, no, we're going to stay here. The museum has chosen to retain the original presentation of exhibits, but explain their historical context. Oh, that's really interesting. So in Belgium, instead of giving the art back, they're going to keep all of it and then just tell museum visitors that all of the art is stolen. Which is really nice, because by providing context, they're going to get the f*** out of here, man. How's that supposed to make us feel better? Les musées sont des lieux de conservation. On conserve les objets, on conserve le musée, on conserve nos narrations, on conserve nos métiers. Le risque est là qu'on se conserve soi-même. J'en suis consciente et j'en fais partie de ce corps de métier. Et comme les musées sont des lieux de conservation, je voudrais juste changer le S et le V et j'en fais des lieux de conversation. Comment ces lieux tellement silencieux, comment les rendre brillants? Comment faire entrer des voix? Donc moi, dans ma pratique, j'ouvre vraiment les portes. J'ouvre les portes vraiment grandement ouvertes. Alors qu'est-ce que c'est? De faire entrer les conflits, faire entrer la rage et ne pas avoir peur de ces conflits. Il faut écouter. Rouvrir un musée en fermant les portes aux restitutions ne passe plus. En 2020, le Humboldt Forum, consacré aux œuvres extra-occidentales, ouvre dans le château de Berlin, qui n'est autre que le symbole de l'ancienne Prusse, impériale et coloniale, reconstruit pour l'occasion. Ces collections comportent des centaines de bronzes du Bénin. La polémique en Allemagne et la pression du Nigeria se font telles que le gouvernement annonce finalement pour 2022 des restitutions substantielles de bronzes du Bénin possédées par les musées allemands. Festgestellt und wir werden jetzt ein koordiniertes Vorgehen beider Seiten in Gang setzen, zügig zu substanziellen Rückgaben der Benin-Bronzen zu kommen. Ja, Deutschland ist ja dabei, sich seiner kolonialen Vergangenheit viel aktiver als früher zu stellen. Das war lange Zeit, seien wir ehrlich, ein blinder Fleck in unserer Erinnerungskultur. Wir möchten jetzt aber unsere historische und moralische Verantwortung auch wahrnehmen und einlösen. Im Dialog auf Augenhöhe, aus Respekt auch vor anderen Kulturen und natürlich auch im Sinne der Verständigung und der Versöhnung. Das wird, da bin ich ganz sicher, einen Dominoeffekt auslösen und eine Ermutigung sein zur Rückgabe. Du côté français, les restitutions préconisées par le rapport Savoy-Sarr se mettent-elles enfin en marche? À Dakar, 2 ans après l'annonce d'Emmanuel Macron, coup de théâtre. La famille d'El Hadj Omar Tall demandait le retour du sabre de son ancêtre depuis les années 1990. Et le rapport Savoy-Sarr y voyait une priorité. Omar Tall était un chef de guerre, érudit soufi, qui a fondé un empire entre le Mali, le Sénégal et la Guinée, et a lutté contre la conquête coloniale française. Au prix de longues tractations entre États, le sabre quitte son statut de butin de guerre au musée de l'armée pour redevenir icône de la résistance ouest-africaine.
J'ai trouvé cette séquence très intéressante, parce que l'une des questions qu'on nous posait, c'est à qui rendre. On ne sait pas à qui rendre. On rend aux communautés, on rend à l'État. Ah bon, mais c'est pas le Bénin, ils vont s'entretuer. Et les communautés transfrontalières, tu as tout un tas d'arguments pour indiquer une difficulté qui, pour moi, n'en était pas fondamentalement une. Qu'il y avait des États-nations qui avaient succédé sur des territoires donnés à des communautés historiques. Comme l'Empire austro-hongrois n'existe plus, et on sait très bien que les objets qui sont là-bas, où est-ce qu'ils vont aller, soit en Autriche ou en Allemagne, etc. Et qu'on savait à qui rendre, et que les États pouvaient organiser la circulation des objets entre les communautés ou entre les communautés et les musées. Si on y tient tant, c'est parce que le sabre est le symbole de quelque chose. C'est le symbole de notre résistance. C'est le symbole du courage que les Africains ont opposé les mains nues face à la toute-puissance de la colonisation. C'est pour ça qu'on s'attache à ce sabre-là. Alors, il a appartenu à El Hadj Omar, peut-être que oui, peut-être que non, mais il appartient à la djihad. Il appartient à cette revendication légitime des Africains de pouvoir s'opposer, même tout faiblement, contre une armée très forte. Voilà pour moi l'idée que véhicule ce sabre. Je pense que ce sabre doit ouvrir la cohorte de tous les milliers, des milliers d'objets qui restent encore chez les anciennes puissances coloniales, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne. Je pense que de ce point de vue, il y a énormément de choses à faire et à dire. D'abord par nous les Africains, il faut que nous soyons conscients que revendiquer la restitution est aussi fort que de revendiquer l'indépendance. Dans leur indépendance, les États n'orchestrent pas les restitutions sans monnayage diplomatique. Ces retours servent de lourds intérêts financiers, industriels et militaires. Pour un seul sabre revenu, la France négocie la vente de centaines de millions d'euros d'armement et l'externalisation des mesures contre l'immigration subsaharienne. Œuvrons-nous véritablement au service d'un avenir commun ? À l'automne 2020, après une bataille entre l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement, la restitution vers le Sénégal et le Bénin est finalement votée à l'unanimité. 27 objets sortent des collections françaises, mais il s'agit encore d'une loi exceptionnelle. Aucune modification législative d'ampleur ne vient encadrer plus largement les restitutions de biens tachés par la violence coloniale. Parce que la fonction réparatrice de la restitution est précisément tenue à distance. Sur la question des restitutions, je veux qu'on parle d'art, de partage. Les musées ne doivent pas être l'otage de l'histoire douloureuse de la colonisation. Il n'est pas un acte de repentance ou de réparation. La nouvelle loi entérine donc uniquement le transfert de propriété du sabre d'Omar Tall et garantit la restitution dans l'année des 26 pièces béninoises. Le texte est donc adopté. La séance est levée. Seule la France peut nous dire « Nous disposons de tel nombre d'objets venus de chez vous ». C'est le répertoire que le Quai Branly veut bien nous donner, que nous connaissons. Une chose est claire, eux-mêmes nous ont parlé de plus de 3000 pièces, mais malheureusement, ils ont choisi nous restituer 26. Et ces 26, c'est encore eux qui les ont choisis.
comment après une déclaration faite en 2017, où le président donne 5 ans pour le retour de ces objets, nous soyons aujourd'hui dans la 3e année et qu'on ne parle même pas de révision du code, justement, du patrimoine. Qu'est-ce que ça signifie exactement? De la déclaration historique, on est passé maintenant à une déclaration symbolique. Il ne faut pas flouer les gens. Si on nous rend nos objets, on peut décider qu'ils sont souillés, les brûler. On peut les enterrer. On peut les remettre dans l'autel des ancêtres. On peut aussi décider de les mettre au musée, comme on a fait avec le sabre de El Hadji Omar. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des conditions sur la restitution de ce qu'on nous a pris. On nous rend nos affaires, on a fait ce qu'on veut. Et je pense que les restitutions doivent nous donner l'occasion de reposer le débat sur l'unité africaine, sur ce que surtout nous devons en faire face au monde qui s'organise par ailleurs. Dans ce monde que nous partageons, les statues ne cesseront jamais de vivre, ici comme là-bas. Si l'on prend la peine d'écouter leur pouvoir, elles disent qu'elles ne sont les choses ni des musées, ni des États, mais les actrices de relations nouvelles. Ces relations, le courage politique et une justice conséquente doivent les inventer.